Son rire s'est arrêté sur mes lèvres, plus proche qu'un baiser. Un seul mot, et nous franchirons la limite. La seule question est de savoir si je suis prêt à appeler cela de l'amour en public. La pluie tambourine sur l'auvent de l'atelier, nos épaules se frôlent, et ce contact fait taire la ville en moi. Je sens sa main retenir mon poignet, une seconde de trop, et mon cœur se dérègle. Mon ex attise déjà les rumeurs, les amis se taisent, mais aujourd'hui j'avouerai moi-même, oui, il s'agit de nous, et je ne me déroberai pas. Son rire s'est arrêté sur mes lèvres, plus proche qu'un baiser. Un seul mot, et nous franchirons la limite. La question n'est pas ce qu'il veut, mais ce que j'oserais admettre. La pluie tape sur l'auvent de l'atelier, nos épaules se frôlent, et la ville devient sourde. Sa main retient mon poignet, une seconde de trop, mon cœur trébuche. Les rumeurs circulent déjà, les amis se taisent. Ce soir, je dirai son prénom, et j'en assumerai le prix. Je m'appelle Nolan. Je reviens de Lyon pour 2 jours seulement. Dans le train, je répète une phrase jamais dite à voix haute, je ne veux plus mentir. À la gare de Clermont-Ferrand, Mathis m'attend, sourire tendu, pressé d'éviter les questions. Nous descendons vers le garage où travaille son frère, Élie. Ce nom, je l'ai gardé pendant des années comme un feu discret. L'atelier sans l'huile et la pluie, Élie se redresse. Rien dans son regard ne trahit la nuit où, à 17 ans, j'ai compris ce que je ressentais. Il me serre la main, pas plus longtemps qu'il faut, juste assez pour réveiller ce que j'avais plié. Mathis parle du match, du marché, moi je compte les battements qui s'emballent sans raison acceptable. Nous sortons à l'abri. Le rideau d'eau coupe la rue. Élie me demande comment va Lyon, je réponds trop vite, comme si chaque syllabe devait me protéger. Il hoche la tête, cherche ses mots, se ravise. Nous sommes 3, mais nous ne sommes pas ensemble. Mathis propose une soirée tranquille, quelques bières. J'accepte, alors que ce n'est pas la musique qui m'intéresse. Le soir, l'appartement se remplit de blagues d'hier et de silence d'aujourd'hui. Élie s'assoit près de la fenêtre. Mon téléphone vibre, un message d'un numéro que je connais trop bien. Quentin, on dit que tu reviens pour lui. Je supprime, trop tard pour empêcher la brûlure. Mathis remarque ma tête fermée. Élie détourne la sienne. Sur le palier, l'air est plus frais que nos mots. Élie me demande si tout va bien. Je réponds oui par réflexe, puis non, plus bas. Il s'approche de cette distance où l'on sent la chaleur avant le contact. Je pourrais reculer, je ne bouge pas. Mathis ouvre la porte et nous trouve trop proches. Un éclair de gêne glisse, puis il rit, propose une autre bière. Nous acceptons, chacun pour une raison différente. La nuit avance. Le rire de Mathis se mélange à la radio. Je regarde la façon dont Élie réfléchit, les mâchoires serrées par une inquiétude qu'il ne nomme pas. « Tu restes pour le marché ?» demande-t-il. J'acquiesce. J'aide mon père au stand du club. Demain sera un test. Foule, regards, gens qui se souviennent trop. Quand je rentre, la maison est sombre. Ma mère me demande si je suis fatigué. Je dis oui, mais la fatigue n'est pas le mot. Dans ma chambre, autre vibration, Quentin encore. Les petites villes aiment les secrets, pas ceux qui les brisent. Je lui écris, je n'ai plus peur. Je coupe le son et je fixe le plafond jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Le matin, Clermont s'ouvre avec les stands. Je retrouve Mathis près de l'église. Son père, massif, serre des mains. Je sens sur moi les regards qui classent. Mathis rit trop fort, comme pour couvrir autre chose, je l'écoute à moitié. Mon attention cherche Élie avant mes yeux. Il arrive, nous repère, hésite, vient quand même. « Tu restes jusqu'à ce soir ?» Je dis oui. Son père l'appelle, il se penche vers moi. On se voit après, au garage. Une phrase ordinaire qui allume tout, je dis d'accord avec une voix étrangère. Les heures traînent. Quentin apparaît entre 2 stands, un café à la main. Toujours les mêmes goûts, hein ? Ce n'est pas une question. Je ne réagis pas. Mathis tente la diplomatie. Quentin sourit, pose des mots polis qui piquent. Il repart en promettant de passer. Le jour se durcit. En fin d'après-midi, j'entre dans l'atelier. La lumière tombe en bande, Élie m'attend. Il essuie ses mains, ferme la porte à demi, non pour se cacher, juste pour avoir moins de bruit. Hier, je n'ai pas su quoi dire. Je réponds que moi non plus. Il rit doucement. Le silence qui suit n'est pas vide. Il s'avance, s'arrête, s'avance encore. Sa paume frôle mon poignet, étincelle brève. Nolan, si on parle, il faudra tenir. Je pense à la ville, au groupe, au club, au père, à Quentin qui s'est fabriqué des preuves avec des captures et des sous-entendus. Je pense à moi à 17 ans, muet sous un banc, quand j'ai compris et me suis interdit d'exister. J'ai promis de ne plus recommencer. Alors je dis « Je suis là ». Il ferme les yeux une seconde, les rouvre, et tout est clair sans être simple. Quand nous sortons, la pluie reprend. Mathis nous attend, nerveux. Quentin raconte des choses sur toi au marché. Élie relève la tête. Lesquelles ? Qu'il va prouver ce qu'il dit. Le mot prouver me glace. Il n'a rien, mais il sait noircir ce qu'il touche. Je vois la guerre qui vient. Élie se tourne vers moi. « Tu tiens toujours ?» Je réponds oui, pas en héros, par nécessité. Nous convenons de nous retrouver après la fermeture. Mathis approuve sans joie, mais il reste. Ce détail m'importe. Nous ne serons pas 2 contre tous. Nous serons 3, même si l'un tremble. Et pendant que le ciel se charge, je comprends que la frontière que je craignais n'était pas devant nous, mais derrière.
Je n'avais pas prévu de parler aujourd'hui, mais le silence me pousse au bord. On croit toujours pouvoir attendre un moment favorable. Ici, les moments favorables n'arrivent de jamais. Le marché s'épaissit de voix et de notifications. Au milieu des stands, une capture d'écran circule sur des groupes locaux. Mon nom, un échange tronqué, une date malicieusement alignée. Quentin a taillé la vérité pour qu'elle m'accuse. On siffle, on hausse les sourcils, on commente en private joke. Mathis reçoit la même image. Il pâlit, puis s'excuse de devoir aller voir quelque chose au club. Je reconnais sa fuite. Elle ressemble à la mienne d'hier quand je prétendais que Lyon me suffisait. Élie serre les mains près du stand du rugby. Son père parle de discipline, d'exemple, je m'approche. Élie voit l'écran d'un supporter qui zoome sur la capture et se tourne vers moi. « Tu savais ?» Je dis oui, parce que je connais Quentin. « On peut l'arrêter ?» Je réponds que non, pas avec sa méthode. Il réfléchit trop vite pour dire le contraire. Son père l'appelle par son prénom, exige une présence impeccable. Nous nous séparons, chacun emportant une partie de l'autre. À midi, quelqu'un poste un message plus long, la vérité que personne n'ose dire. Ce texte invente des scènes, recolle des phrases, me prête des gestes. On me décrit comme un plan calculé pour nuire à une famille honorable. Les commentaires sont prudents, mais certains ajoutent des smileys qui mordent. J'éteins mon téléphone, mais la rumeur a sa propre batterie. Je travaille l'après-midi dans un café improvisé par des amis. J'y aidais toujours quand je revenais. Aujourd'hui, la patronne me fait signe d'attendre à l'arrière. Elle parle doucement. « On t'apprécie, mais tu comprends ?» Je comprends trop bien. Elle a reçu 2 messages d'un parent d'élève. On lui conseille de ne pas prendre parti en me laissant servir. Je dis que ce n'est pas grave, que je peux partir. Elle propose de me payer quand même. Je refuse. Il faut sentir le poids pour ne pas le nier. Je sors avec une impression d'avoir rendu l'air plus lourd. Mathis m'écrit enfin « Ce soir, on se voit chez moi. » Sans lui, sans Élie. La précision me coupe la voix que je n'avais plus. Je réponds que je passerai plus tard au garage. « Fais comme tu veux », enchaîne-t-il, puis plus rien. Nous sommes amis depuis des années, mais l'amitié aussi aime les couloirs où personne ne regarde. Au stand du club, le père de Mathis serre ma main comme un test de résistance. « On compte sur les jeunes pour donner l'exemple », dit-il. Je note l'ironie sans m'en servir. Élie arrive, tendu par une vigilance neuve. Notre regard suffit, personne autour ne comprend, mais beaucoup devinent que quelque chose se joue. Quentin rôde, téléphone prêt, sourire tranquille. Il pose une phrase à voix moyenne. Très courageux ce retour. Je réponds « Bon après-midi » et m'éloigne. Il n'attend pas de dialogue. Il veut des réactions, pas des réponses. En fin de journée, je rejoins le garage. Élie ferme les caisses, coupe la radio. « On peut parler maintenant ?» dit-il. Il reste debout, comme s'asseoir rendrait la conversation trop intime pour la tenir. « Ton ex a lancé une machine. Si je me mets à côté de toi, ce sera bruyant. Si je me tais, ce sera lâche. » Je dis que je ne lui demande pas d'être un bouclier, seulement d'être vrai. Il passe la main sur sa nuque, soupire, puis dit « Demain j'ai entraînement et dimanche match. Mon père ne lâchera rien. » Il s'approche, s'arrête, repart. Mathis est perdu. Il pense que tu devrais laisser passer l'orage et partir quelques jours. Je demande « Et toi ?» Long silence. J'aimerais qu'on ne se cache plus. Mais je ne suis pas prêt à parler le premier au milieu de la foule. Je hoche la tête, surpris de ne pas m'effondrer. La franchise tient lieu d'épaule. D'accord, alors je parlerai. Et toi, fais ce que tu peux. Il ferme les yeux, accepte sans promesse héroïque. Nous sortons. La pluie a cessé, mais le goudron garde l'odeur du jour lourd. Quentin nous attend contre un mur. Une photo pour le souvenir, lance-t-il. Élie se place devant moi, pas pour me dissimuler, mais parce que c'est sa façon de dire stop. Non, Quentin sourit. Tu crois que ça se joue ici, c'est déjà ailleurs? Il s'en va, et je sens la phrase comme une mauvaise météo qui a raison. Le soir, chez Mathis, l'ambiance est un terrain miné. Il parle de tout, sauf du sujet. Puis il lâche, d'un coup sec. Juste une semaine, Nolan. Tu pars, moi ça retombe, et on réfléchit. Je dis non. Tu ne m'aides pas. Il n'a pas tort, mais ce qu'il appelle aide, je l'ai déjà pratiqué trop longtemps. Je te demande juste d'être prudent, ajoute-t-il. Prudent pour toi ou pour moi? Il évite la réponse, propose de dormir ici. Je refuse. Il me serre trop vite, puis me laisse partir. Dehors, la ville ressemble à une salle où la lumière reste allumée après la fête. Je marche jusqu'au pont. Mon téléphone clignote, encore des captures, des rires, je le range. Je pense à demain, je ne gagnerai pas tous les regards, mais je peux reprendre ma voix. Je prépare les mots, pas un plaidoyer, pas une confession écrite pour plaire. Une phrase claire qui me tienne si tout siffle. Je la répète en rentrant, elle n'efface pas la peur, elle l'arrange. On ne perd pas un ami d'un coup, on le perd par petite prudence, jusqu'au moment où l'on n'ose plus se dire les choses en face. Le lendemain, la pluie a cessé, mais le sol colle. Je croise des regards qui glissent, des poignées de main qui durent une seconde de moins. Au café, on me remercie pour les autres fois et on m'indique qu'aujourd'hui le planning est complet. Le message est net. On te veut bien, mais pas visible. Je note, je n'insiste pas. Chaque refus poli construit un mur sans bruit. Je passe chez Mathis. Il tourne, s'arrête, recommence. J'ai parlé avec mon père et des gars du club, ça chauffe.
Si tu restes, ils vont viser Ellie, et moi avec. Donne-nous du temps. Tu crois que partir ferait retomber quelque chose? Les gens se fatiguent. Je réponds que moi aussi, mais pas du même effort. Le nôtre serait de tenir. Si Ellie parlait? Nous savons qu'il ne parlera pas aujourd'hui. Au même moment, Quentin publie une vidéo, pas d'insultes, seulement des captures et des pauses, comprenez par vous-même. Il excelle à ne rien dire tout en laissant tout entendre. Les commentaires s'alignent. Dommage, quelle histoire. On n'a pas tous les éléments. L'indignation polie est un feu lent. Je rejoins Ellie après l'entraînement. Mon père m'a demandé de ne pas faire de vagues jusqu'au match. Je dis d'accord sans le penser. On pourrait parler à Mathis ensemble? Il hoche la tête, la mâchoire crispée. Nous nous quittons sans rendez-vous. La journée se resserre autour de ce vide. Le soir, je filme quelques secondes. Mon visage, une phrase simple, aucune attaque. Je dis que je refuse la peur et que je ne renierai pas ce qui m'arrive. J'efface et recommence pour enlever le tremblement. Je garde la version où l'on entend ma respiration. Elle a la franchise que je cherche. J'envoie la vidéo à Mathis, puis à Ellie. Réponse, silence. Puis, je te soutiens, mais pas publiquement avant le match. Je publie. Je coupe le téléphone. Dans la rue, je croise mon ancienne prof de lettres. Ce que tu fais, c'est utile. Tu vas prendre des coups, mais tu vas en éviter d'autres à des plus jeunes. Elle propose de partager. J'accepte. Sous son poste, le ton change. Ce n'est pas une marée, c'est une bascule. Mathis finit par écrire « Ta vidéo est propre. Tu compliques tout pour Ellie. Je préfère compliquer la journée que simplifier un mensonge. » Il met un cœur. On parle demain. Je sais que demain ressemblera à hier. Je retourne au garage. Ton ex continue, dit Ellie. Je sais. Si je parle maintenant, je perds le match. Si je ne dis rien, je te perds toi. Alors ne dis rien pour moi. Gagne ton match. On parlera après. Il pose sa main sur mon avant-bras. Reste en ville. J'acquiesce. Mathis entre. Il nous voit, se fige. Il faut qu'on se protège. Tu protèges qui? Demande Ellie. Les mots ricochent. Mathis propose des gestes neutres. Pas de sortie ensemble, pas de message visible. Je ne jouerai plus à disparaître, dis-je. Tu deviens égoïste. Ellie coupe court. Après le match, tous les trois. En fin d'après-midi, Quentin m'attend près du pont. Tu joues le martyr. Je ne joue pas. Les confessions cassent nos des familles. Je veux ma vie. Il rit, promet une dernière preuve. Je sens la frayeur monter, mais elle ne commande plus. Le lendemain matin, le marché reprend, comme si rien n'avait eu lieu. Pourtant, chaque pas rencontre une oreille qui sait. Un commerçant me salue avec une neutralité appliquée. Une femme ramasse un sac et murmure « Bon courage ». Je réponds merci sans ralentir. Je sens la tentation de m'excuser d'exister. Je marche plus droit pour ne pas céder à ce vieux réflexe. Au café, la patronne me rattrape devant la porte. J'ai réfléchi. Si tu veux passer en fin de service, on te prend. Elle a la voix de ceux qui ne veulent pas lâcher les liens. J'accepte, soulagé de ne pas laisser toute la place à la peur. Dans l'après-midi, 2 clients me reconnaissent des demandes à être servis par la collègue. La patronne refuse calmement. Ils perdent et partent en 200 scènes. Nous échangeons un regard bref. Il vaut plus qu'un discours. Avant la tombée du jour, je retourne au terrain voir l'échauffement. Je ne m'attarde pas. Un père fait une blague qui se veut légère, un autre ne rit pas. Des garçons hésitent, puis viennent me parler du match de dimanche, comme si le ballon pouvait remettre les choses à niveau. Je les écoute, je plaisante, je m'étonne de pouvoir faire les deux en même temps. Quand je m'éloigne, je n'ai pas gagné des alliés. J'ai perdu un peu de vertige, ce qui est déjà beaucoup. Le soir venu, j'éteins les lumières et j'écris 3 phrases sur un carnet. Ne pas mentir, ne pas fuir, ne pas frapper. Elles sont pauvres, mais elles tiennent. Je range le carnet sous l'oreiller comme un rappel physique. Dans le noir, j'imagine le sifflet du match, le brouhaha, la caméra d'un téléphone et ma propre voix qui ne se plie plus. Je m'endors avec cet agenda, tenir 1 minute, puis une autre, jusqu'à ce que la peur s'ennuie. Il y a des jours où l'on croit tenir debout, seul. Puis quelqu'un place sa main dans votre dos et vous avancez d'un pas que vous n'aviez pas. Le matin du match, la vidéo a circulé plus loin que prévu. Le message de la prof a servi de tremplin, des parents ont partagé sans commentaire, des jeunes ont ajouté des cœurs et des mains levées. Quentin a tenté un contre-poste, un montage lourd, des flèches rouges, des sources, le résultat patine. Trop de démonstrations tue les faits. Au stade municipal, les tribunes se remplissent en auto. Je m'installe à l'écart, décidé à ne pas voler le match à ceux qui jouent. Mathis me rejoint. J'ai lu tout ce qu'il raconte, dit-il. C'est de la pâte à rumeurs. Il se reprend. Pardon, je n'ai pas été là. Je ne lui fais pas une morale, je dis seulement on fera mieux après. Il hoche la tête, le visage tiré par la nuit qu'il a dû traverser. Le père de Mathis passe devant nous, brassard de dirigeant. Il ne s'arrête pas, mais il ne détourne pas les yeux. Je prends cela comme une micro-victoire, pas de grimace, pas de sermon. Sur le terrain, Ellie s'échauffe, concentrée. Il ne me cherche pas. Je préfère qu'il ne me cherche pas. Sa tâche est ailleurs pour ces 80 minutes. Le coup d'envoi est vif. Les contacts claquent, le ballon file. Je vis chaque mêlée comme un test que je ne contrôle pas. Près de moi, des ados commentent « Il est bon, Ellie ». Une femme corrige
Ils sont plusieurs à faire le boulot. Le deuxième essai vient d'une combinaison propre. Ellie est au soutien. Je sens ce que la joie publique a de simple quand elle n'exige rien en retour. À la mi-temps, Quentin s'approche. Il parle bas, façade souriante. « Tu profites bien du spectacle ? Je regarde le match. Tu as de la chance. Les victimes sont à la mode. » Je réponds, change de sujet. Il penche la tête. « J'ai encore un message. Tu veux le voir avant tout le monde ?» Je refuse. Il insiste. « Tu devrais. » Je détourne le regard. Mathis le rejoint. « Dégage !» Quentin rit et se replace parmi les supporters. La seconde période devient âpre. Une faute, une autre. Ellie tombe, se relève, repart. Le score reste serré. Je m'accroche au dossier du siège. Au dernier quart d'heure, une touche bien jouée ouvre un couloir. Ellie casse la ligne, transmet. L'ailier conclut. Le stade explose, je respire. Je comprends que la partie essentielle ne se joue pas ici. Et pourtant, cette action nous offre du temps. Peut-être la marge suffisante pour tenir la suite. À la fin, poignée de main, chant court, je descends lentement. Le père de Mathis vient à ma rencontre. « Tu as fait du bruit ? Pas autant que d'autres ?» Il soupire. « Je n'aime pas qu'on mette mon fils dans ces histoires. Ce n'est pas une histoire, c'est nos vies. » Il me regarde plus longtemps que d'habitude. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas à comprendre tout. Mais je peux empêcher qu'on te salisse dans mon club ? Je remercie, surpris de l'entendre public. Ce n'est pas un ralliement, mais c'est un pas. Ellie nous rejoint, encore pris par l'adrénaline. Son père parle le premier. Bon match, on rentre, on reparle de l'organisation. Il hoche, mais ne suit pas. J'ai quelque chose à dire. Un silence court entre nous. Je ne vais pas me cacher de Nolan. La phrase tombe sans fracas, mais avec un poids que nous sentons tous. Le père fixe son fils, puis me regarde. Pas devant les gamins, justement, devant eux, on apprend. Il serre la mâchoire. On parle à la maison. Ellie répond « D'accord ». Il acquiesce sans éclat. Quentin tente un dernier coup, une notification bondit sur nos écrans, une photo prise la veille près du garage cadrée pour laisser croire à un geste qu'il n'y a pas eu. Mathis lève immédiatement la main vers les dirigeants. Cette image est manipulée. 2 joueurs confirment avoir été là. Un éducateur rappelle les règles sur la diffusion non consentie. La petite foule observe, l'attaque se retourne. Quentin bat en retraite, prétend qu'il posait des questions. On note son nom et la procédure part. Nous nous retrouvons à 3 derrière les tribunes. Mathis prend la parole, je me suis planté. J'ai voulu acheter la paix avec un départ, je préfère la gagner autrement. Ellie pose sa main sur son épaule. On fera bloc, pas contre tout le monde, contre ceux qui ment. Je dis que je publierai ce soir un message court, merci à ceux qui ont tenu, respect pour ceux qui doutent à le sans frapper, rappelle que la diffamation a des conséquences. Ellie approuve, sobre, sans vengeance. Avant de partir, le père de Mathis revient. Pas de provocation, pas de règlement de compte sur le terrain. Pas de provocation, répète Ellie. Et toi, Nolan, tu viens demain au club. On discutera de ce qui s'est passé autour de la photo. Je réponds oui, ce n'est pas une convocation punitive. C'est une invitation à mettre des règles claires. Je mesure le chemin fait en 48 heures. Le soir, j'écris et j'envoie. Les réactions arrivent. Sobre, droite. Quentin se tait. La prof me transmet un message d'un principal adjoint. Si vous voulez venir parler, nous organiserons. J'accepte pour plus tard. J'éteins le téléphone. Dehors, la ville n'a pas changé. Mais à l'endroit précis où j'avais peur de disparaître, quelque chose tient. Et cette tenue, je la dois à la somme de mains invisibles qui se sont posées dans mon dos au bon moment. Quand le bruit retombe, il laisse des tâches à faire. Ce n'est pas spectaculaire. On remonte des chaises, on range des mots, on pose des règles. Le lendemain, nous sommes reçus au club. Le président a la fatigue de ceux qui règlent des conflits qu'ils n'ont pas choisis. On a vu la photo, les témoins disent qu'elle est cadrée pour tromper. Un éducateur détaille la charte interne. Respect, droit à l'image, procédure. On m'invite à expliquer brièvement la situation. Je le fais sans blâmer, en rappelant que je ne veux pas mêler l'équipe à des querelles privées. Le père de Mathis écoute, bras croisés, mais son regard n'a plus l'angle coupant de la veille. Quentin arrive en retard, fin la surprise. J'ignorais que ça prendrait ces proportions. Le président l'arrête. Ce n'est pas une conversation publique, c'est un rappel au droit. On lui demande de retirer la photo, de publier un correctif, et on prononce une suspension temporaire de ses accès aux espaces du club. Il tente une justification, je posais des questions. On ne questionne pas en fabriquant des interprétations. La phrase tombe propre. Quentin accepte trop vite pour être sincère. Le club publie ensuite un message clair sur ses réseaux. Rappel de la charte, signalement obligatoire en cas de diffusion d'images privées, contact référent. Ce ne sont que des lignes, mais elles changent le décor. Désormais, chacun sait où sont les limites et ce qui arrive quand on les franchit. Je lis ces phrases plusieurs fois, non pour m'en enorgueillir, mais pour mémoriser ce qui nous protégera la prochaine fois que la rumeur cherchera une nouvelle cible. À la sortie, un joueur s'approche de moi. « Désolé de ne pas t'avoir salué l'autre jour. » Il n'ajoute rien. Je réponds « Merci ». Ellie reste un peu en retrait avec son père. Je les vois parler, s'interrompre, reprendre. Quand ils reviennent, le père souffle. « Je ne garantis pas de tout comprendre, mais je ne te laisserai pas te faire salir ici. »
Ellie hoche, je ne félicite personne. J'enregistre l'engagement. L'après-midi, la patronne du café me rappelle. Si tu veux reprendre quelques créneaux, on te reprend. Elle a reçu des messages de soutien et de menaces. Elle a choisi. On mettra un mot sur la porte. Pas d'hostilité, pas d'insulte. Ceux qui n'aiment pas peuvent aller ailleurs. Je propose de rester discret. Elle refuse. La discrétion, on l'a déjà payé trop cher. Je souris. Cette fois, c'est moi qui accepte trop vite et je m'en fiche. Je poste un court message. Merci pour le match et pour les échanges respectueux. La rumeur n'est pas une preuve. Prenons soin les uns des autres. La prof relaie, des élèves ajoutent la date de leur rencontre sur le harcèlement. Les commentaires ne s'enflamment pas. Ils s'alignent, sobres, comme des chaises qu'on remet droit. L'absence de fracas a le goût de la vie normale. Le soir, Mathis m'attend chez lui. « Je t'ai lâché », dit-il sans préambule. Je ne veux pas d'excuses, je veux réparer. Il a préparé une liste de choses concrètes, modérer nos groupes, fixer des règles pour les photos, proposer au club un atelier encadré par l'éducateur et la prof. Si on fait ça, on tient longtemps, pas une semaine. Je dis oui. Nous nous serrons, sans fable. L'amitié n'est pas revenue. Elle a avancé d'un pas. Plus tard, je marche jusqu'au garage. Ellie m'attend à l'intérieur, porte ouverte. J'ai parlé avec mon père. On va prendre du temps, mais je ne renie rien. Il sourit, fatigué mais solide. Je te propose quelque chose. Dimanche prochain, on vient au stade côte à côte. Pas pour provoquer, pour arrêter de se cacher. Je sens mon cœur ralentir comme après une course. D'accord, dis-je, nous restons là, sans nous jeter dans un grand geste. Les gestes sobres survivent du mieux au lundi. Quentin publie finalement un message d'excuse minimaliste. J'ai diffusé une image sans consentement, je la retire. Le club ajoute un rappel public à la charte. Quelques comptes s'agitent encore. Ils finiront par passer à autre chose. Je n'ai plus à gagner de bataille, j'ai à tenir une couture. Je range les captures, j'archive les preuves et je reprends mes heures au café. Le dimanche d'après, nous montons ensemble les marches du stade. Pas de banderole, pas de slogan. Mathis marche à côté de nous, tendu mais là. Le père passe, s'arrête, nous salue. Le match commence et ma vie cesse un moment de déborder. Je mesure ce que j'ai cru impossible. Être dans la foule sans me demander quelle part de moi je dois effacer. Dans la semaine, nous fixons la date de la rencontre au lycée. Je n'y vais pas en exemple, j'y vais en personne concernée. Je raconte moins que je n'écoute. Un garçon lève la main. Si je parle, est-ce que ça vaut la peine ? Je réponds que ça vaut la peine de ne pas se rater soi-même. La prof acquiesce. Quelqu'un prend des notes pour l'affiche du club ? Rien de tout cela n'est héroïque, c'est de la maintenance humaine. Je rentre tard. Lyon me paraît moins loin, Clermont moins petit. J'envoie un message à Ellie. Dimanche, même place que la dernière fois ? Réponse, même place. Je m'endors avec une idée simple. Les fautes ont des conséquences, les gestes aussi. Le reste est du travail qu'on fera ensemble, à hauteur d'homme, sans drapeau, sans bruit inutile. Et ça suffit.